Bonjour à tous, cette fois-ci c'est du sérieux puisqu'il s'agit du premier briefing de votre première mission. Mais rassurez-vous, je ne vous ai pas choisi un SCP trop complexe à contenir, ni même trop dangereux, puisqu'il va s'agir globalement de sécuriser le site. C'est un des mots d'ordre de la Fondation. Les unités présentes actuellement sur ce site doivent être rapatriées pour une opération temporaire qui nécessite tout de même une expérience plus élevée que la vôtre. Vous comprendrez donc aisément pourquoi on ne peut pas vous envoyer faire cette tâche, mais par contre on peut vous envoyer les remplacer à la sécurisation du SCP-3008. Il s'agit d'un SCP de classe Euclide qui a pour désignation un bon vieil Ikea ordinaire et parfaitement normal. Vous comprendrez un petit peu plus tard pourquoi nous avons choisi cette désignation. Au niveau des procédures de confinement spéciales, sachez que la zone commerciale contenant SCP-3008 a été achetée par la Fondation et convertie en une installation dont le nom a été masqué pour le moment, vous n'en avez pas besoin. Toutes les routes menant ou passant par le dit site ont été redirigées. Votre mission consiste donc à garder sous surveillance constante et empêcher que quiconque ne pénètre à l'intérieur de SCP-3008 en dehors des tests autorisés par le chercheur senior en charge de SCP-3008, bien sûr. Les êtres humains sortant de ce SCP doivent être placés en détention, puis débriefés avant administration d'amnésique. En fonction de la durée de leur présence à l'intérieur, l'élaboration d'un scénario de couverture peut être nécessaire avant leur libération. Toutes les autres entités sortant de SCP-3008 doivent être éliminées, vous m'avez bien compris. Alors, qu'est-ce que SCP-3008 ? C'est un large magasin ayant appartenu à la marque Ikea, une chaîne d'ameublement populaire, et m'est d'avis que, après votre mission, vous n'allez plus côtoyer ce genre de magasin, tel qu'il soit. Une personne pénétrant à l'intérieur, bien évidemment par la porte principale, puis se déplaçant jusqu'à ne plus les voir, se retrouvera transportée dans SCP-3008-1. Ce déplacement ne sera généralement pas remarqué par la victime, aucun changement n'ayant lieu de son point de vue. Généralement, les victimes ne réalisent l'existence d'une anomalie qu'au moment où elles retournent sur leurs pas vers l'entrée. SCP-3008-1 est un espace ressemblant à l'intérieur d'un magasin de meubles Ikea, au volume bien plus important que ce qui pourrait être physiquement contenu au sein des dimensions extérieures du bâtiment. Les mesures actuelles indiquent une surface d'au moins 10 km², sans qu'aucune limite visible n'ait été détectée, dans quelque direction que ce soit. Nous avons bien tenté d'utiliser des télémètres laser, mais ils n'ont pas donné de résultat, et il n'est pas impossible que l'espace soit infini. Donc si vous êtes coincé à l'intérieur de SCP-3008-1, voyez le bon côté des choses, vous pouvez vous remettre au sport. Sachez également que SCP-3008-1 est habité par un nombre inconnu de civils piégés avant le confinement de l'objet. Les données collectées indiquent que ceux-ci ont créé une civilisation rudimentaire, incluant la construction de villages et de fortifications dans le but de se défendre contre SCP-3008-2. Il s'agit d'entités humanoïdes présentes à l'intérieur de SCP-3008-1, bien que possédant une ressemblance superficielle avec les êtres humains, celles-ci montrent des proportions corporelles exagérées et variables d'un individu à l'autre, étant souvent décrites comme trop grandes ou trop petites. Ces entités ne possèdent pas de visage et ont systématiquement été observées portant un haut jaune et un pantalon bleu qui ne diffèrent pas de l'uniforme d'un employé d'IKEA. Ce SCP est rythmé par un cycle jour-nuit rudimentaire, déterminé par l'allumage des plafonniers qui s'effectue conformément aux heures d'ouverture et de fermeture du magasin original. Durant la nuit, les instances de SCP-3008-2 deviennent violentes envers toutes les formes de vie présentes à l'intérieur. Au cours de ces attaques, les entités ont pu être entendues en train de vocaliser des phrases du genre le magasin est désormais fermé, veuillez quitter le bâtiment » en anglais. Au moment où le jour commence, les instances de SCP-3008-2 deviennent instantanément passives et commencent à se déplacer un petit peu de manière aléatoire à l'intérieur de SCP-3008-1. Dans cet état, elles ne répondent plus aux stimuli verbaux, mais faites attention puisqu'elles réagissent tout de même si elles sont attaquées, donc vaut mieux les laisser tranquilles, elles ne vous feront rien. Au moins une sortie a été identifiée au sein de SCP-3008-1, mais il n'est pas impossible qu'il y en ait plusieurs. Ces sorties ne semblent pas avoir cependant d'emplacement fixe, ce qui rend difficile toute tentative de sortir de ce SCP une fois à l'intérieur. Utilisez toute autre porte que l'entrée principale ou percer les murs du bâtiment ne mène qu'à l'entrée non anormale du magasin original. Enfin, sachez également que depuis le début du confinement, 14 individus sont parvenus à s'échapper de ce SCP. À la suite d'un débrief extensif, tous ont été amnésiés puis relâchés. Le dernier incident en date de 3008-1 s'est produit à minuit 37 le
Un homme est sorti de ce SCP, suivi 10 secondes plus tard d'une instance de SCP-3008-2. Celle-ci est parvenue à capturer et malheureusement tuer l'homme avant d'être éliminé par le personnel de sécurité. Il faudra donc que vous restiez sur vos gardes, ça peut arriver. Cet incident représente la seule occurrence d'une instance de SCP-3008-2 sortant de SCP-3008. Une autopsie complète du cadavre fut réalisée. Vous aurez toutes les informations si vous voulez dans le rapport d'autopsie SCP-3008-2 pour plus ample information. Comme vous pouvez le voir à ce SCP, nous ne gagnons pas à tous les coups. Mais heureusement, c'est assez rare. Cependant, le sacrifice de cet homme n'aura pas été vain puisque son carnet a été retranscrit et contient bon nombre d'informations. Je vais tâcher de vous le retranscrire. Je vous préviens tout de suite, je ne suis pas doué pour ce genre de choses. Généralement, quand je lis des carnets ou des rapports de mission, j'essaye toujours d'y mettre les formes. Certains aiment, d'autres non. Sachez que vous avez la possibilité de lire par vous-même ce carnet, il est inclus en lien dans la description de cette vidéo, tout simplement. Mais si vous souhaitez faire autre chose, en restant tout de même attentif à ce que je vais dire, puisqu'il regorge de bon nombre d'informations qui vous seront peut-être utiles, eh bien, vous pouvez rester. Bon, j'écris ceci pour documenter ce qui doit être, je pense, mon soudain naufrage dans la folie. Je ne peux pas avoir un sens de l'orientation aussi mauvais. Et pourtant, j'écris ceci après avoir été piégé dans un Ikea pendant 2 jours. Pendant tout ce temps, je n'ai pas croisé une seule personne. Au début, j'ai cru que c'était une mauvaise blague. Faire du magasin un labyrinthe, faire sortir tous les autres clients et voir combien de temps il me faut pour me perdre. Et puis, tout le monde rigole un bon coup. J'ai compris que ce n'était pas le cas quand j'ai essayé de retourner sur mes pas. Tout avait changé, donc je me suis perdu. À la place de la sortie, il n'y avait que des rangées et des rangées de bibliothèques. Donc je suis coincé dans un Ikea. On dirait le début d'une blague à la con. Les lumières se sont éteintes à 22h. J'ai failli faire une putain de crise cardiaque avec ce gros bruit électrique, ce gros... Puis l'obscurité totale. Le magasin est plein de lits par contre, et mon portable a une lampe torche. Mais pas de foutu signal. Donc je suis allé me coucher et j'ai dormi. J'ai passé presque tout le jour suivant à chercher une sortie, mais sans succès. J'ai trouvé un restaurant qui servait les fameuses boulettes de viande, donc au moins je ne mourrais pas de faim. C'est sûrement la punchline de cette blague. Elles étaient encore chaudes et mangeables, mais je n'ai vu personne qui aurait pu les avoir cuisinées. Je suis retourné au rayon des lits avant que les lumières ne s'éteignent, vu qu'il fait trop sombre pour chercher quand elles sont coupées. Il est maintenant 9h10 du matin, les lumières se sont rallumées il y a un instant. Je suis sûr d'avoir fouillé partout autour de l'endroit où je suis arrivé à présent, et la sortie n'est visiblement pas là. Du coup, je vais avancer dans une direction et croiser les doigts. 3e jour de ma mystérieuse aventure de l'Ikea magique. Au cas où je n'étais pas encore sûr que cet endroit avait quelque chose de vraiment bizarre, je le suis maintenant. J'ai marché 3 heures en ligne droite, plus ou moins droite, inséré blague sur Ikea ici, avant de tomber sur l'échelle d'une de ces énormes étagères de la réserve. J'y suis monté pour tenter de me repérer, mais on dirait bien que cet endroit s'étend à l'infini. Comme cette scène du Roi Lion, sauf qu'on aurait remplacé les arbres et les arbres par des étagères, des tables et des trucs du genre. J'ai quand même vu quelqu'un bouger pas trop loin, je suis donc allé voir. Au début j'ai cru que c'était un membre du personnel. Ça en portait l'uniforme, et peut-être que c'en était un, peut-être qu'ils n'ont pas de problème à employer des monstres de 2 mètres de haut avec de longs bras, des jambes courtes et pas de visage. Ce foutu truc m'a complètement ignoré, et vu qu'il n'avait ni yeux ni oreilles, je ne sais même pas s'il savait que j'étais là. J'ai pensé à le secouer ou faire un truc pour attirer son attention, mais ses mains étaient assez grosses pour éclater une pastèque, alors je me suis ravisé. Il n'a pas arrêté de marcher vers je ne sais où et j'ai fini par le perdre de vue. Donc j'ai décidé de continuer dans ma direction. Par contre, pas de lit moelleux pour moi ce soir. Il semblerait que je me trouve dans la section table ridiquement dure et pointue du magasin. Je suppose que je vais devoir me débrouiller avec quelques nappes empilées. La batterie de mon portable est tombée à plat pendant la journée. Aussi. Il n'y avait de toute façon aucun réseau, mais j'ai l'impression d'avoir perdu un sacré filet de sécurité. Vous voyez ces dessins animés où un personnage passe la porte d'un couloir seulement pour atterrir dans le même couloir ? C'est ce que je ressens là. Je n'ai rien vu d'autre que la même bibliothèque durant 2 jours d'affilée. Rangée après rangée après rangée. Merde quoi, j'aime les livres, comme tout le monde, mais c'est un peu excessif là. Mais je continue à marcher tout droit, évidemment. Je peux voir les panneaux qui pendent au plafond passer les uns après les autres. Dommage qu'aucun ne dise sortie. Je ne sais pas à qui j'adresserai cette question. Disons que ce n'était que de l'entraînement pour l'autobiographie que j'écrirai quand je sortirai d'ici. Ça s'appellera ma sortie tout à fait normale d'un bon vieil Ikea ordinaire. Vous voyez maintenant d'où on tient cette désignation. Il s'agit d'une sorte d'hommage. Je reprends. Si je sors un jour de... Ça y est, j'ai trouvé d'autres personnes. Et oui, il s'avère que je ne suis pas le seul diable coincé ici.
Tant mieux pour moi, je suppose. Ma 6ème nuit ici, 2 de ces trucs du personnel sont venus vers moi dans le noir, différents de ceux que j'avais déjà vus, mais quand même déformés. Je les ai entendus s'approcher en disant que le magasin était fermé et que je devais partir. Très poliment et tout, hein. Je sais pas ce qui était le plus bizarre, le fait qu'ils n'avaient pas de bouche ou qu'ils essayaient apparemment de me tuer en disant ça. Ils se sont jetés sur moi comme des chiens enragés. Donc je me suis barré. J'ai sprinté à travers Ikea, dans le noir, comme un taré. Je l'ai vu en dépassant une autre de ces étagères géantes, illuminée par des torches et des projecteurs. Ils ont construit toute une ville ici. Ils ont un énorme rempart fait d'étagères, de lits, de tables et de trucs du genre. Je jure que c'est la plus belle chose que j'ai jamais vue. Du coup, je suppose qu'ils m'ont vu arriver, ou qu'ils ont entendu mes cris de fille très viril, parce que la porte était ouverte avec 2 personnes qui me faisaient des signes. J'ai entendu les trucs du personnel frapper contre la porte une fois fermée, tout en nous informant poliment que le magasin était désormais fermé. Ils ont fini par partir. Ils appellent la ville Échange, parce que c'est ce qui est écrit sur le panneau qui pend au plafond, juste au-dessus. Échange et retour, tout illuminé au milieu de la nuit grâce à des lumières qu'ils ont trouvées raccordées au réseau électrique. Il y a des lits, de la nourriture, des gens. Plus de 50 merveilleuses personnes avec des membres de la bonne taille et des visages au complet. Je suis à ma 7ème nuit ici. Et la première que je ne passe pas dans le noir total. Une semaine entière à vivre dans un Ikea. Une série là-dessus doit bien exister quelque part. Maintenant qu'il y a d'autres personnes autour de moi, je commence à me sentir un peu plus normal. Peut-être que normal n'est pas vraiment le bon mot, mais après une semaine passée en la seule compagnie de bruit de mes propres pas, je commençais à être persuadé que j'étais devenu fou. Que j'étais ligoté, quelque part dans une cellule capitonnée, à me taper la tête contre les murs. Mais non, je me sens très sain d'esprit maintenant. Merci beaucoup. Apparemment, il y a d'autres villes ici. Certaines plus peuplées, d'autres moins. J'ai trouvé ça assez ahurissant. Comment autant de gens peuvent-ils disparaître sans que personne ne le remarque? Quelqu'un doit bien s'être rendu compte que tous les gens se rendant à Ikea semblent s'évaporer. Ou peut-être que ce n'est pas tout le monde, peut-être que nous sommes les heureux élus. Les gens ici appellent simplement les monstres le personnel du staff. Apparemment, ils restent tranquilles le jour, s'occupent de leurs affaires et déambulent dans les allées, mais dès que la lumière s'éteint, ils pètent complètement les plombs. Donc pendant la journée, les gens sortent pour trouver de la nourriture, de l'eau et tout ce dont ils peuvent avoir besoin. Les autres disent qu'il y a des restaurants et des boutiques aux alentours qui sont régulièrement approvisionnés. Personne ne sait comment. Peut-être que le staff s'en charge. Mais ils n'ont pas l'air de très bien faire leur boulot parce que leur approvisionnement prend parfois du temps, ce qui oblige à rationner la nourriture. S'ils n'étaient pas aussi occupés à courir après les gens la nuit, peut-être seraient-ils plus efficaces. En tout cas, quand la nuit tombe, le staff devient fou et tout le monde reste derrière les murs. Apparemment cet endroit est partout pareil, quoi que cet endroit puisse être. L'Ur-Ikea, d'où tous les autres Ikea sont nés. Ou peut-être que nous sommes tous encore à l'intérieur de l'Ikea d'origine et que ce n'est qu'une hallucination causée par un ennui débilitant, qui sait. Je suis là depuis 10 jours maintenant. La plupart des gens à qui j'ai parlé m'ont dit qu'ils avaient arrêté de compter depuis un certain temps déjà. Et un gars, Chris, a dit qu'il était ici depuis des années. Des années? Il y a des rumeurs sur des gens qui auraient réussi à sortir, et d'autres qui auraient vu la sortie juste avant de la voir s'évaporer devant leurs yeux. J'ai l'impression que tout le monde n'y croit pas. Mais moi, si. Ça expliquerait comment on s'est retrouvé coincé ici. D'une certaine manière. Et je veux dire, c'est bon quoi, des monstres du staff, des rangées infinis de mobilier suivi des doigts de haute qualité, je ne vois pas pourquoi ils ont tant de mal à croire à une porte qui disparaît. Du coup, je suis sorti pour aller chercher de la nourriture avec Sandra et Jerry. Une fois les différents points de repère en tête, ça devient assez facile de se diriger. Les panneaux en hauteur aident beaucoup, mais il y a d'autres repères. Pas si loin que ça, un grand nombre de ces étagères géantes se sont effondrées l'une contre l'autre. Et plus loin, à l'est, on part tous du principe que c'est à l'est en tout cas, Ikea ne vend pas de boussole malheureusement, il y a une sorte de tour en bois qui monte jusqu'au plafond. Peut-être ont-ils essayé de s'échapper par le toit. C'est illuminé la nuit, donc des gens doivent bien y vivre, mais c'est apparemment à plusieurs jours de marche, ce qui veut dire que cela doit être à des kilomètres. Donc personne ici n'en est vraiment sûr. Apparemment, j'ai été extrêmement chanceux de dormir à l'extérieur sans me faire étriper par le staff. C'est tout moi ça. Chanceux. On a trouvé un peu de nourriture dans la boutique. Je suppose que le staff l'a restocké pendant la nuit. Ce qui est aimable de leur part. Il y avait un téléphone sur le mur, j'ai donc essayé de décrocher. Il y avait une voix à l'autre bout du fil, mais elle ne disait rien de sensé. Des mots aléatoires collés ensemble sans aucune cohérence. Vous avez déjà vu une vidéo de quelqu'un atteint d'asphasie? C'était un peu dans ce genre-là. Ça ne m'a pas répondu quand je lui ai parlé de toute façon. Sandra a dit que tous les téléphones sont comme ça. Mince alors, encore une question adressée à personne. Je me demandais, la nuit dernière, le plafond de cet endroit est assez haut, et pour ce qu'on peut en voir, ça a l'air de s'étendre à l'infini. Ne devrait-il pas y avoir une sorte de climat là-dedans?
Je suis sûr d'avoir déjà lu un truc sur un bâtiment de la NASA tellement grand qu'il avait sa propre météo, avec des nuages et tout. Cet endroit est définitivement plus grand que ça, mais maintenant que j'y pense, je suis presque sûr de ne pas avoir ressenti le moindre changement de température ici. Je vais ajouter ça à la grande liste des conneries cheloues. Le staff a attaqué Échange la nuit dernière. Il devait y en avoir 20 ou 30, nous demandant calmement de quitter le magasin tout en essayant de défoncer les murs à main nue. Apparemment, ce genre de choses arrive assez régulièrement, donc tout le monde y est préparé. Des couteaux du restaurant, des lames de tondeuse à gazon transformées en machettes, une hache d'incendie. Un gars, Yazim, a même fabriqué une arbalète totalement fonctionnelle. Je n'avais pas remarqué avant, mais les murs ont tous des trous faits spécialement pour qu'on puisse frapper le staff quand il attaque. J'en ai même mis quelques-uns au tapis. Ils n'ont pas l'air de saigner, ce qui est assez bizarre, mais ils meurent aussi facilement que des personnes normales dès que l'on commence à leur planter des trucs dedans. Il a fallu déplacer les corps ce matin. Apparemment, les corps de ceux qui sont morts en attirent encore plus pendant la nuit, donc il a fallu les éloigner d'Échange. On a quelques-uns de ces chariots qu'on utilise pour déplacer les grosses boîtes, donc on a chargé les corps dessus pour les emmener au pick-up point. Les gens ont l'air de nommer les endroits en fonction des panneaux qui pendent au-dessus. Le pick-up point était assez glauque. Il y avait des centaines, peut-être des milliers de membres de staff morts et empilés les uns sur les autres. Dieu merci, il n'y avait pas d'odeur. Apparemment, en plus de ne pas saigner, ces trucs ne pourrissent pas non plus. Je n'ai pas pu m'empêcher d'en examiner un des plus abîmés pendant que l'on déchargeait. Ils sont faits entièrement de peau ou quelque chose qui ressemble à de la peau sur toute la profondeur. Ni muscles, ni os, ni organes. Sont-ils vraiment vivants à la base ? Ils n'ont pas l'air de manquer d'os quand ils se déplacent ou quand ils frappent contre les murs, et je suis sûr d'avoir ressenti plus de résistance que celle de la peau en les poignardant. Peut-être qu'il leur arrive quelque chose quand ils meurent. Juste un truc de plus ajouté sur la liste croissante des conneries cheloues qui se passent ici, je suppose. L'attaque du staff l'autre nuit m'a fait penser à un truc. À chaque fois qu'on voit une situation comme celle-ci, à la télé ou dans un film, genre pendant la fin du monde, ou des gens coincés sur une île ou je ne sais quoi, dès que des groupes comme les nôtres commencent à se former, les gens ont l'air de toujours se retourner les uns contre les autres, à se battre pour de la nourriture, du pouvoir ou quoi que ce soit d'autre. Ce n'est pas ce qui s'est passé ici. Apparemment, les gens des autres villes viennent ici de temps en temps, juste pour dire bonjour et parfois échanger des choses s'ils sont en pénurie. Mais tout est toujours cordial, amical même. Peut-être est-ce la menace du staff, ou peut-être que le réapprovisionnement constant des boutiques fait qu'il n'y a pas vraiment de raison pour lesquelles se battre. Ou peut-être que les gens sont tout simplement meilleurs que ce que l'on entend généralement. C'est une pensée plutôt agréable, je crois que je vais rester là-dessus. Une dizaine de personnes est arrivée cet après-midi, venant d'une ville appelée Chariot. Apparemment, le staff a défoncé les murs et a massacré la ville pendant la nuit. Ces 12-là sont les seuls survivants sur une centaine d'habitants. On les a laissés entrer, évidemment. Un point de plus pour la dignité humaine. Un peu plus tard, j'ai demandé si quelqu'un savait combien de villes existaient ici. Entre nous et les nouveaux arrivants, on a réussi à rassembler plus de 20 noms différents. 20 villes remplies de gens et qui sait combien il peut y en avoir encore plus loin. La devise de cet endroit devrait être « Comment est-ce possible ?» Il doit bien y avoir quelqu'un, quelque part, qui recherche les milliers de personnes qui doivent se trouver ici. Je suis ici depuis un peu plus de 2 mois maintenant. Pas beaucoup de changements, une poignée de nouvelles personnes ont rejoint la ville, même histoire que nous tous. Petite sortie sympa, Ikea, et d'un seul coup, ils se retrouvent piégés dans la maison des salauds sans visage de l'étagère Billy. Le staff attaque Échange 1 ou 2 fois par semaine. On les tue, puis déplace leur corps, parfois ils blessent l'un de nous en premier. Ils ont tué un gars nommé Jared, il y a quelques semaines. C'était horrible, honnêtement. Il s'avère que les humains ordinaires saignent normalement ici, même si ce n'est pas le cas du staff. On a fait de notre mieux, mais aucun de nous est docteur. Jared était un gars bien. Il méritait mieux. On mérite tous mieux. Je me suis rendu compte quelques jours après ça qu'aucun d'entre nous ne cherchait vraiment à sortir d'ici. Je ne sais même pas par où commencer. Un de ces quadcoptères armés d'une caméra surveillait l'échange aujourd'hui. J'ai cru que cela signifiait que quelqu'un était finalement à notre recherche, que de l'aide allait arriver. Mais apparemment, ce n'est pas la première fois que cela arrive. La même chose s'est produite il y a quelques mois et nous sommes encore tous coincés ici. Je n'ai aucune idée de s'ils nous ont vus. Même si c'était le cas, il ne s'est pas arrêté. Il a continué à voler jusqu'à ce qu'on ne puisse plus le voir. Pour information, à cette date, d'après la récupération du journal, nous avons envoyé notre premier drone et nous avons réussi à explorer SCP-3008. L'analyse vidéo montre un village placé sous un panneau indiquant « Échanger retour ». Les tentatives de localiser à nouveau le village ont échoué. L'origine des drones aperçus précédemment à notre test reste inconnue. J'ai commencé à demander aux gens ce qui leur manquait le plus pendant le dîner. Probablement pas la meilleure idée que j'ai pu avoir, ça a l'air d'avoir déprimé tout le monde. Quelques personnes ici ont une famille, un mari ou une épouse, des enfants, des chiens. Franklin aurait un lama comme animal de compagnie, je ne sais pas si je dois le croire. Mais bizarrement, certaines personnes ici ont l'air d'avoir de sérieux trous de mémoire.
3 d'entre eux n'avaient jamais entendu parler de la Station Spatiale Internationale, 2 avaient l'air de penser que c'était le Premier ministre et n'avaient visiblement jamais entendu parler de la Statue de la Liberté. Je les crois, eux aussi. Ils ont l'air tous aussi confus que nous tous. Plus j'y pense, et plus ça a l'air d'expliquer quelques trucs bizarres. Et si la raison pour laquelle personne ne s'était mis à la recherche de tous les gens coincés ici était que nous ne venons pas tous du même endroit? Finalement, c'est sûrement ça la vraie devise de cet endroit. Mais et si les gens d'ici provenaient tous de différentes dimensions? Réalité, peu importe le nom. J'ai vu suffisamment de séries pour comprendre le truc. Sarah vient d'un endroit où il n'y a pas de statue de la liberté, la station spatiale internationale n'a pas été mise en orbite là d'où vient Yassim. Si tout le monde ici venait d'endroits différents, même s'ils sont quasiment identiques, il n'y aurait pas de panique suite aux disparitions. Pas de grande enquête, nous ne serions qu'une goutte d'eau, une seule personne disparue dans un océan d'informations. Bon, c'était marrant à imaginer. Je viens seulement de réaliser qu'hier était l'anniversaire de mes 6 mois passés ici. Je me demande si Ikea vend des chapeaux d'anniversaire. La routine ne change pas beaucoup ici. De nouvelles personnes nous rejoignent à peu près tous les 15 jours. La quantité de vivres monte et descend à son rythme. Mais nous n'avons jamais vraiment eu de pénurie. De temps en temps, on a un visiteur qui vient des villes alentours. Généralement, caisse ou allée 360. On vérifie que tout va bien, on échange des trucs, parfois, si une ville se trouve à court de quelque chose. C'est rassurant d'une certaine manière. Ça nous fait un rappel que nous ne sommes pas seuls là-dedans. Quelques lueurs de civilisation. Parfois, ils apportent du matériel médical. Apparemment, il y a une pharmacie à quelques villes de caisse qui est régulièrement approvisionnée. Donc ils partagent ce qu'ils peuvent. Je n'avais jamais entendu parler d'un Ikea avec une pharmacie, mais au point où on en est, je ne serais pas surpris de trouver un laboratoire de récolte d'organes Ikea. Ça expliquerait plus ou moins le staff. En parlant de nos geôliers sans visage, leurs attaques ont empiré ces derniers temps. 3 ou 4 fois par semaine, maintenant. Avec 2 fois plus de membres de staff. Aucune idée d'où ils viennent, ou de pourquoi leurs attaques se sont intensifiées. On a essayé de suivre l'un d'eux pendant la journée, Sarah et moi, pour voir s'il se retrouvait dans une salle réservée au personnel, je ne sais quoi. Il n'avait pas l'air de se diriger quelque part, mais plutôt de marcher aléatoirement entre les allées. Il a fallu qu'on fasse demi-tour avant de pouvoir trouver quoi que ce soit. On a renforcé les murs et essayé de mieux s'armer. On ne risque pas de manquer de matériel en tout cas. Yassim a fabriqué plus d'arbalètes, mais c'est assez long à faire. Dommage qu'IKEA ne vende pas d'armes à feu. Note de la fondation, aucun individu supplémentaire n'est entré dans SCP-3008 depuis le site durant la période indiquée par cette entrée. Les attaques deviennent vraiment sérieuses maintenant. Presque toutes les nuits avec tellement de membres de staff que leur corps s'empile suffisamment haut pour permettre aux autres d'escalader les murs. Je pense qu'on a un vrai problème là. Échange et... Je crois que c'en est fini d'échange. On a été frappé assez salement la nuit dernière. Pas beaucoup de victimes, mais le mur est détruit. On a finalement compris pourquoi les attaques avaient empiré. Il y avait un bout du membre du staff dans la boîte de vivres. Aucune idée de comment il s'est retrouvé là, mais apparemment, un bout les attire autant qu'un corps entier. Il est trop tard de toute façon. Il y a trop de corps à déplacer pour avoir le temps de réparer le mur. Candace a convoqué une réunion. Je suppose qu'on y parlera d'abandonner échange. Peut-être tenter de trouver refuge à Caisse. Mais il commence à se faire tard. Je ne pense pas qu'on aura le temps d'y arriver. Peut-être que certains y arriveront. Je me suis débrouillé dans le noir pendant ma première semaine après tout. Mais combien de temps je peux continuer à avoir de la chance ? J'écris seulement ceci pour donner une fin, je suppose. Pour moi ou pour quiconque trouvera ceci. Si cette entrée est la dernière, j'espère que qui que ce soit qui lise ce journal le fasse hors d'ici. Ma plus grande peur à présent, que si je meurs cette nuit, je me réveille à nouveau dans cet endroit. Voilà, c'est la fin du journal. Il est supposé qu'en tentant d'atteindre le village nommé Caisse, l'auteur a été séparé du reste de son groupe par une entité SCP-3008-2, le poursuivant, puis ait trouvé la sortie par hasard. Comme je vous l'ai dit, ce journal est quand même assez complet et regorge d'informations qui sont précieuses et qui peuvent vous aider à certains moments pour différencier un SCP-3008-2 d'une personne normale, mais c'est assez facile de faire la différence. Comme je vous l'ai dit également, je ne suis pas très sérieux et j'essaye de mettre les formes. Je ne suis pas une machine après tout. Et puis ça fait penser à autre chose, ça fait décompresser un petit peu, puisque les nuits dans ces lieux peuvent être un petit peu oppressants, même après plusieurs années. Et puis bon, avec SCP-682 qui ronfle à côté, ça aide pas à dormir correctement. Parce que oui les gars, il faut pas oublier que vous êtes entouré de SCP, vous êtes dans la zone Keter, parce que vous vous doutez bien que s'il y a une rupture de confinement et que vous vous trouvez au premier étage, le temps de descendre ici, ça servira pas à grand chose. Donc vous êtes dans un endroit assez dangereux. Faut bien que vous méritiez votre salaire après tout, hein, il est assez conséquent. Voilà. Pour ceux qui se posent la question de savoir pourquoi je parle tout le temps du même SCP, c'est parce que je l'ai rencontré en face à face hors de son confinement. Je vous en parlerai peut-être un jour. En attendant, je vous souhaite à tous bonne mission, faites attention à vous et on se retrouve à la fin de celle-ci pour votre débriefing. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée.